Jury, présenté par Olivier Bost. Bonjour à tous, bonjour François Bayrou. Bonjour. Merci Monsieur le Premier ministre d'avoir accepté notre invitation pour ce grand jury exceptionnel. Après 6 mois à Matignon, avez-vous épuisé votre méthode? Favoriser en toutes circonstances le dialogue. Certains disent gagner du temps. Les socialistes, après vous avoir épargné, veulent vous faire tomber. C'est la conséquence directe de l'échec des négociations sur les retraites. Le Rassemblement national vous menace sur le budget. Vous cherchez toujours 40 milliards d'euros d'économies. Et pendant ce temps-là, le socle commun se délite et le président s'impatiente. Bienvenue dans ce grand jury, François Bayrou. À mes côtés pour vous interroger, Perrine Tarnot de Public Sénat, Jim Jarassé du Figaro et nous serons rejoints par Pauline Buisson de M6. Le grand jury, l'actualité de la semaine. Je le disais donc, les négociations sur les retraites se sont achevées sans accord. Les socialistes vous lâchent, le Rassemblement national vous menace. Avez-vous, cette semaine, François Bayrou, touché les limites de votre méthode? En aucune manière. D'abord, ce que vous avez annoncé ou présenté n'est pas tout à fait exact. Mais remarquons, pour commencer, que c'est exactement comme ça depuis le premier jour. J'ai été nommé Premier ministre par le président de la République alors que le gouvernement de Michel Barnier avait été censuré, que la France n'avait ni budget pour son action publique, ni budget pour son action sociale, qu'il n'y avait aucune majorité disponible, ni d'un côté ni de l'autre, si je puis dire. C'est quand même une situation sans précédent sous la Ve République que de n'avoir ni majorité absolue, ni majorité relative. Et donc c'était la déliquescence. En quelques semaines, nous avons pu faire voter un budget pour l'action publique, nous avons pu faire voter un budget pour l'action sociale. Nous avons passé des textes très importants, la loi contre le narcotrafic, la loi d'orientation agricole, la loi de reconstruction de Mayotte, qui était, vous en souvenez, depuis la première heure, là, un souhait... Non, laissez-moi... Oui, mais vous retracez les 6 premiers mois, mais vous oubliez la dernière semaine. Pas du tout. Non. Et peut-être ça serait bien qu'on s'écoute pendant l'émission. Je vous en prie. Donc, il y avait depuis la première semaine cette question des retraites qui est, comme vous le savez, la question même sur laquelle était tombé Michel Barnier, et une question lancinante depuis j'allais dire, des décennies. Lorsque j'ai été nommé, j'ai rencontré l'ensemble des partenaires de la vie économique et sociale. Et tous m'ont dit une chose qui m'a beaucoup frappé. Ils ont dit, mais on aurait vraiment pu améliorer ce texte. Il a été adopté par le 49.3, et je ne crois pas qu'Elisabeth Borne avait beaucoup d'autres moyens de faire que de le faire passer sous cette forme, mais on pouvait vraiment l'améliorer. Et je les ai pris au mot, j'ai dit, eh bien, si vous pensez que c'est améliorable, je crois, c'est une raison essentielle de mon engagement, que la démocratie politique ne peut pas tout et qu'il faut ce qu'on appelle la démocratie sociale, c'est-à-dire les représentants des Français dans leur métier, dans leurs entreprises, par les syndicats, par les associations, tout cela doivent avoir leur mot à dire. Et j'ai pris l'engagement de leur confier cette responsabilité. Et vous dites ça a été un échec? Pas du tout. Vous vous trompez, excusez-moi. La CFDT ne veut plus discuter. Non, Pardon, la CFDT a dit qu'elle ne voulait plus de cette forme pour les 2 ou 3 semaines qui viennent. Elle n'a pas dit qu'elle ne voulait plus parler. Est-ce que vous avez un rendez-vous avec la CFDT? Est-ce que vous remettez autour de la table les partenaires sociaux dans les 10 jours ou 15 jours qui viennent? Excusez-moi, j'ai donné une conférence de presse devant tous vos journalistes sur ce sujet et j'ai dit très précisément les choses. Ça n'a pas été un échec, on a été au contraire à l'extrême bord d'un accord. Oui, mais vous avez annoncé une reprise du dialogue. Non, vous avez donné 15 jours s'il vous plaît, laissez-moi. Je veux bien faire une émission dans laquelle on se coupe à toutes les secondes, comme dans toutes les autres émissions, ce qui est profondément lassant pour ceux qui nous écoutent. François Bayrou, mais sur la situation actuelle,
Les syndicats ne veulent plus parler sous cette forme. Vous vous trompez complètement et du tout au tout sur la situation. Bon. Ce qu'on a appelé le conclave, c'est-à-dire les organisations représentant des entreprises et représentant des syndicats, ont travaillé pendant 4 mois. Ils ont progressé de manière spectaculaire sur les 3 grands sujets qui faisaient pour moi, depuis le début, je l'ai rappelé, la question des retraites. Le sujet des femmes, le sujet de la pénibilité et le sujet du financement d'une amélioration de la réforme. Il reste 3 même, grands François sujets. Bayrou, des blocages qui n'ont pas évolué depuis 4 mois que ces négociations ont je commencé. ne le crois pas. On voit que le MEDEF, le patronat, reste intransigeant, notamment sur le financement de la pénibilité, alors que les syndicats, eux, ont bougé. Comment vous expliquez, d'une part, cette intransigeance du MEDEF et comment pensez-vous que les choses puissent encore évoluer ? Alors vous avez raison de dire qu'il y a eu des mouvements très importants de la part des syndicats. Qui ont Et le accepté. principal mouvement, comme vous le dites, c'est qu'ils ont accepté que l'âge soit désormais un des cadres de l'évolution du système de retraite. Les 64 ans. Et ils l'ont accepté. Je ne sais pas si on se rend compte de la révolution que ça représente. Ils l'ont accepté et ils ne sont pas les seuls, puisque le Conseil d'orientation des retraites, le COR, a publié un rapport dans lequel il explique précisément que l'équilibre financier du système de retraite ne peut être atteint, ne peut être acquis, en particulier que si on respecte ces limites d'âge-là, parce qu'autrement c'est de nouveaux prélèvements sur les entreprises, c'est-à-dire l'augmentation du coût du travail, que je crois personne de raisonnable ne voudrait, soit de nouvelles taxes et de nouveaux impôts que je ne crois pas les Français souhaitent. Et donc, cette prise de décision impressionnante, en tout cas à mes yeux, que vous rappelez, Perrine Tarnot, sur accepter le cadre de l'âge et travailler à partir de là. Et sur les 3 autres sujets que j'ai indiqués, mais ce que vous avez souligné est une révolution. Sur les 3 autres sujets. Mais le MEDEF reste intransigeant. Ça n'avance pas. Je ne le crois pas. Alors, il peut encore bouger ? Je ne le crois pas. Ça n'est pas le MEDEF qui a bougé maintenant, c'est le gouvernement. Ça veut dire quoi ? Il y a eu une séquence, mais je vais revenir aux femmes, hein. Il y a eu une séquence démocratie sociale qui est arrivée presque à quelques centimètres d'un accord. Au bout du compte, pour 1000 raisons, ça n'a pas été possible. Mais il demeure que des pas, vous le rappelez, essentiels ont été faits. Alors, pour bien comprendre, François Bayrou, ça veut dire que le dossier revient entre les mains du gouvernement. Oui, comme il est normal. D'accord. La démocratie sociale a sa responsabilité. La démocratie sociale a sa responsabilité. Et ensuite, les pouvoirs publics, le gouvernement a la responsabilité de trancher. Donc concrètement, les 3 semaines que vous avez accordées aux partenaires sociaux pour se mettre d'accord sur les derniers points évoqués, c'est caduc. C'est pas caduc du tout. Si en parlant entre eux, ils avancent très bien, mais dans quel cadre ? Je prendrai compte. Dans quel cadre, François ? Dans le cadre des conversations bilatérales, comme on dit, c'est-à-dire ils n'ont pas les yeux dans les yeux, informels, qu'ils ont. Et ils discutent tous les jours. Sur ce point. Vous l'ignorez, ou vous faites semblant de l'ignorer. Expliquez-nous. Pour dire la vérité, mais ils parlent tous les jours. Mais de toute manière, le gouvernement va faire 2 choses. D'une part, prendre en compte les avancées qui ont été faites sur les femmes. C'est très important. Il y a des millions de femmes qui ont été, à la vérité, désavantagées par la réforme de 2023. Et la pénibilité, parce qu'il y a des métiers sur lesquels il faut traiter. Alors, si vous voulez bien, on va traiter les 2 sujets. Donc, ça coûte un peu d'argent. Or, vous aviez... j'y viens. Vous lui basez cet accord sur au moins un équilibre financier. Heureusement. Mais l'équilibre financier, ça ne veut pas dire qu'on ne fait aucun effort. Ça veut dire que à l'intérieur du financement comme il est, on peut déplacer des financements d'une action sur une autre action. Et j'y viens L'argent est là. Et j'y viens dans une seconde. Mais je veux, pour ceux qui nous écoutent, parce que je suis sûr que c'est ce qui les intéresse le plus, je veux rappeler les progrès qui ont été faits.
et qui ont été faits. Je ne suis pas en train de vendre du rêve, c'est la vérité des situations, la vérité des évolutions qui ont été traitées. Premièrement, sur les femmes. C'est un sujet absolument central, parce que, en raison des maternités, la carrière des femmes fait qu'elles sont pénalisées dans le mode de calcul de la réforme comme elle était. Il va y avoir 2 évolutions majeures sur les femmes. La première, c'est pour les... vous savez que la pension était calculée sur les 25 meilleures années dans le privé. Pour les femmes qui ont un enfant, on ne calculera que sur les 24 meilleures années. Et pour celles qui ont 2 enfants ou plus, on calculera sur les 23 meilleures années. Ça veut dire qu'elles gagnent 1 an ou 2 ans pour la prise en compte de leur pension de retraite. Et c'est pas rien. Et deuxièmement, les organisations syndicales ont obtenu aussi qu'au lieu de 67 ans pour partir à la retraite, comme on dit sans décote, c'est-à-dire avec ses droits pleins, on redescend cet âge à 66 ans et demi. Et si vous combinez les deux, alors vous vous rendez compte que pour les femmes qui ont eu des enfants, c'est un progrès considérable, en tout cas très important. François Bayrou sur Ensuite, il y a la pénibilité. Ouais. C'est ça que vous alliez me demander, Olivier Bost. C'est la pénibilité. La pénibilité, vous savez, dans la réforme de 2023, on avait écarté un certain nombre de critères qui, je crois, sont pourtant essentiels. Critères, est-ce que vous avez apporté des charges lourdes ? Il y a des métiers dans lesquels, vous savez, ça compte beaucoup. Deuxièmement, est-ce que vous êtes exposé aux vibrations, les marteaux-piqueurs ? Troisième critère, est-ce que dans votre métier, il y a des postures pénibles ? Je pense aux ATSEM, par exemple. C'est plus souvent des femmes qui, s'occupant des petits-enfants, sont obligées de se mettre à genoux dans les crèches, etc. Vous êtes en accord avec les organisations syndicales sur ces aspects-là ? Et ces aspects-là, tout le monde a accepté qu'ils soient réintégrés dans le calcul de la pénibilité. Ce n'est pas une petite chose. Deuxièmement, ce que demandaient les organisations syndicales, c'est qu'on puisse, à partir de ces critères, et notamment des 3 critères que je viens d'évoquer, on puisse faire une cartographie des métiers à risque sur la pénibilité. Et tout le monde a accepté ça. Troisième question sur laquelle il y a eu un accord partiel, c'est à partir de cette cartographie des métiers à risque, qu'est-ce qu'on fait ? Alors il y a 2 réponses possibles ou 2 réponses nécessaires. La première de ces réponses, c'est on construit une politique de prévention. Et là, tout le monde est d'accord sur ce point. Et la deuxième de ces réponses, c'est on recherche une politique de réparation. Et là, il y a 2 options. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu un accord encore, et c'est pourquoi le gouvernement va prendre ses responsabilités. Ces 2 options, ces 2 options sont, d'un côté, on réserve la réparation à ceux qui ont une visite médicale, qui peut montrer qu'ils ont été atteints, et de l'autre, en position syndicale, on fait au contraire des mesures plus générales. Sur ce point, il n'y a pas eu d'accord. C'est le dernier point qui reste. Et vous avez un point de vue sur ce point-là ? Et j'ai un point de vue que je vais, puisque vous m'interrogez, vous dire mon point de vue. Il se trouve que cette semaine, le lendemain de la séparation, les organisations syndicales et professionnelles ont continué à travailler sur un autre sujet. Et cet autre sujet, c'est la recherche d'une transition pour une réorientation quand un métier est pénible. Ils ont continué à travailler. Et ils ont trouvé une réponse qui commence par une visite médicale à 45 ans. Alors vous voyez, c'est un raisonnement qui est entre nous extraordinairement utile, puisque il me semble que ce que nous devrions dire tous ensemble, c'est quand un métier est pénible, on ne maintient pas les femmes et les hommes dans ce métier sans leur offrir une possibilité de réorientation précoce. Il n'y a aucune raison de laisser 33 ans, puisque c'est ça le seuil qui a été fixé. Ouais. Proposons des changements, travaillons. C'est vrai pour les collectivités locales aussi, parce que je pense au personnel des écoles, je pense au personnel de la voirie. On peut proposer
des réorientations précoces, une visite à 45 ans, une visite à 50 ans. D'accord. Et puis vous voyez que nous avons un chemin. Il n'y a pas eu d'accord sur ce point, mais le chemin existe. François Bayrou, d'un point de vue concret, vous avez dit donc que le gouvernement reprenait le dossier en main. Vous allez faire des annonces quand? Est-ce que ça sera autour du 15-16 juillet lorsque vous parlerez du budget, puisqu'il y a une question budgétaire bien évidemment derrière cette question des retraites, ou est-ce que c'est au moment du budget de la Sécu, c'est-à-dire beaucoup plus loin dans l'année? Oui, beaucoup plus loin, pas tellement plus loin. D'ici la fin de l'année en tout cas. C'est la rentrée, c'est septembre-octobre. Je pense qu'en effet c'est la bonne date, parce que je me suis engagé à présenter un texte que le Parlement examinera sur ce sujet. Le démocratie sociale, qui a beaucoup avancé, pas tout à fait jusqu'au bout. Pardon, monsieur le Premier ministre. Démocratie politique, on présente un texte ad hoc. Ce sera des éléments du PLFSS. Je pense que... Du projet de loi. Alors, les juristes sont en train de discuter, je vais vous épargner les discussions des juristes. Politiquement. Je pense que le cadre le plus facile, c'est le PLFSS. Mais comme on dit, c'est-à-dire le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Mais peut-être y a-t-il des dispositions, j'en discutais hier soir avec Elisabeth Borne, peut-être y a-t-il des dispositions qui nécessiteront... Jim Jarassé disait que c'était aussi un texte effectivement politique, parce que c'est pour ça que les socialistes déposent une motion de censure qui sera discutée la semaine prochaine. Ils vous reprochent de ne pas avoir fait de loi sur les retraites. Olivier Faure, le patron du PS, parle même ce matin chez nos confrères de LCI de trahison. Oui, c'est une blague. Le Parti socialiste ne fait pas une censure sur la question de l'inscription du texte législatif. Ils font une censure pour montrer qu'ils sont dans l'opposition. Ils font une censure en expliquant, pour les plus éminents d'entre eux, que ça ne sera pas voté. François Hollande. Que c'est un coup de semonce. Bon, il y a des raisons internes au Parti socialiste sur lesquelles je ne me pencherai pas, mais vous avez remarqué très précisément qu'ils ont annoncé la censure en disant « on dépose une motion de censure parce qu'il n'y a pas de texte législatif », et que, ayant annoncé un texte législatif, ils maintiennent la motion de censure en disant « nous, on veut un texte législatif qui porte sur l'âge ». Comment est-ce que politiquement, vous considérez que vous êtes aujourd'hui lâché en quelque sorte par les socialistes ? Jusque-là, il y avait, sinon une forme de soutien, en tout cas une mansuétude. On l'a vu au moment de l'adoption du budget au début de l'année. Non, je vous rappelle qu'ils ont déjà déposé une motion de censure qui a donné lieu à une explication un peu vigoureuse à la tribune. Et vous ne regrettez pas que vous ne regrettez pas aujourd'hui? Non, je regrette rarement les choses parce que quand je les fais, c'est avec respect. Vous savez, le Parti socialiste a été un très grand parti politique français. Ça ne l'est plus aujourd'hui? Il a eu la responsabilité du pouvoir. Alors Olivier Faure, chez nos collègues, dit à l'instant plus aucune intransigeance avec vous. Non, plus aucune indulgence. Indulgence, pardon. De l'intransigeance. Indulgence, pardon. Je pense qu'il y a leur dose. Indulgence. Ça a été un très grand parti politique français. C'est fini aujourd'hui. Et c'est un grand courant politique français. L'organisation partisane qui répond de ce courant, je n'ai pas à la juger, mais vous voyez bien qu'elle arrive à des errements que, y compris ses propres membres, dénoncent. Et donc, quelle est ma vision de l'avenir? Est-ce que vous pouvez gouverner sans eux? Nous gouvernons sans eux depuis 6 mois et 3 semaines. Oui, mais avec une forme de non-censure. Non, il n'y a pas de forme de non-censure. Ils ont déposé une motion de censure. Alors, cette essayons de voir les choses. Elle ne passera que si le Rassemblement national ne la vote. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'assurance, au-delà des déclarations du RN, que les députés du Rassemblement national ne la voteront pas la semaine prochaine? Je n'ai aucune assurance d'aucune sorte. Le gouvernement... Son prédécesseur a été censuré, il n'y a pas de majorité, et je sais mieux que personne quelle est la difficulté de la situation et la fragilité de la position du gouvernement. Et vous avez entendu les menaces de Marine Le Pen, ce gouvernement ne vivra pas très longtemps. Oui. Vous l'avez pris pour une menace? Tout le monde menace. Mais qui s'occupe de la situation du pays? Que font les partis qui menacent de censurer?
Mais où est votre pour que la situation du pays encore votre avance. chemin, François Bayrou, dans cette situation politique? Eh bien, ce chemin, je le montre et je vous dis à quoi je pense qu'il faudra arriver. Je pense que pour gouverner la France dans les difficultés où elle est, il conviendra de constituer un vaste courant de responsables qui va du Parti socialiste comme il devrait être, laissez-moi de dire ça, à quelle échéance vous parlez de quelle en échéance? passant par les mouvements du centre politique français jusqu'aux gaullistes. Je pense que là, il y a... Vous parlez de quelle échéance, François Bayrou? Là, je ne sais pas quelle est l'échéance, mais je sais quelle est la voie. Concrètement, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. On voit bien que c'est cette situation-là dans laquelle on est déjà et qui montre ses limites. Mais vous êtes journaliste, vous êtes observateur. Vous savez très bien quelle est la situation du pays. Depuis la dernière élection présidentielle, depuis la dissolution, vous voyez bien que, en effet, la division est à l'ordre du jour. À tous égards, vous suivez les débats de l'Assemblée nationale. Par moments, c'est effrayant. Y compris dans votre propre socle central. On a vu que les choses se délitaient un peu en ce moment. Oh, mais nous sommes un pays dans lequel tous les cadres habituels se délitent. Et peut-être on peut aller plus loin. Nous sommes une planète dans laquelle tous les cadres habituels se délitent. C'est ce moment-là. Et quelle est notre responsabilité, en tout cas la mienne? C'est dans ce monde où tout se divise, d'essayer de faire les 3 choses nécessaires pour conduire une politique. La première de ces choses, c'est stabiliser. La deuxième, c'est remettre de l'ordre. Et la troisième, c'est aller de l'avant. Parce qu'on ne peut pas se contenter de calmer les choses, il faut traiter les questions. Vous avez évoqué à très juste titre les questions budgétaires. Justement, c'est votre prochain défi, Monsieur le Premier ministre. Non, c'est pas le prochain. J'en ai un entre-temps. Alors je vais vous... Vous allez encore en Allez-y. Je vais vous l'expliquer, puisque vous m'interrogez sur ce sujet. Non, on arrivera au budget après, oui, mais vous avez un défi avant le budget. Oui, nous allons donc... mais le budget, vous voyez bien, c'est le cadre de tout ça. Comment est-ce qu'on peut laisser un pays comme le nôtre, une nation comme la nôtre, une histoire comme la nôtre, livrée au surendettement? Tous ceux qui nous écoutent, ils savent très bien ce qu'est le surendettement pour une famille. Courir après un nouveau crédit. C'est que ça fait partie, s'attaquer à l'endettement, c'est le budget de l'année prochaine, c'est effectivement votre prochain défi. Est-ce que les 40 milliards d'euros d'économie, c'est un point de départ pour discuter ou c'est le point d'arrivée? C'est un point nécessaire. Il faut expliquer, mais je vous répondrai sur le nouveau défi aussi. Non, mais est-ce que ça reste votre objectif, 40 milliards d'économies pour le budget 2022? Mon objectif est très précis. C'est que nous prenions une pente des dépenses publiques qui nous permettent de nous retrouver dans 4 ans à un niveau tel que la dette n'augmente plus. Et est-ce que le point de cette pente, c'est 40 milliards d'euros d'économie l'année prochaine? C'est 4,6 comme objectif de déficit. C'est-à-dire, actuellement, nous avons... Ça correspond à 40 milliards. Quand j'ai été nommé, nous avions presque 6% de déficit pour le pays. 5,8. On va passer cette année à 5,4. Et c'est très difficile. Parce que tous les jours, vous avez vu que hier, on a eu une alerte officielle sur les dépenses François Bayrou, sociales. Les 40 milliards sont un objectif intangible et à tenir. 40 milliards, la pente que je décris, c'est ce que nous allons suivre et atteindre, je l'espère. On va faire tout ce qu'on peut, mais on ne sait pas s'il n'y a pas une guerre, on ne sait pas s'il n'y a pas une crise. Mais ceci est notre objectif. Vous avez donné un rendez-vous au pays dans 15 jours, où vous allez annoncer les grandes mesures. Je vais annoncer exactement ce qui me paraît nécessaire de faire, et ça sera tout sauf simple. Et je dis qu'il y a un critère, c'est que tout le monde participe. Alors justement, sur la méthode, tout le monde participe. Monsieur le Premier ministre. Mais vous me permettrez de dire que
Olivier Bost m'a gentiment invité à ignorer l'étape que je voulais décrire maintenant, mais je vais la décrire cependant. Nous avons un rendez-vous mardi, très important, à Chartres, où je réunis tous les préfets pour une refondation de l'État dans sa vie locale. Il y a, comme vous savez, de très grands désordres dans l'expression de l'État. Il y a 1000 interventions, 1000 agences, 1000 organismes qui ont chacun leur propre logique et leur manière de voir les choses, qui se parlent très peu entre eux ou pas du tout entre eux. Il y a des ministères qui conduisent chacun leur politique. Et on a annoncé une grande réorganisation ? Absolument. Et on a un très grand besoin de remettre de l'ordre dans tout ça. Et pour cela, les préfets de département seront, que je rencontrerai à Chartres mardi matin, vont devenir les fédérateurs et les coordinateurs de toute l'action de l'État. Parce qu'on a besoin de mettre de la cohérence dans tout ça, on a besoin de faire des économies, on a besoin de mieux utiliser l'argent public, car je ne crois pas que faire des économies, ça veuille dire qu'on ne fasse plus rien. Mais ça, c'est une vision quand même à moyen terme. Non, c'est... Pour avoir des économies, pour produire des effets. Avant, il y a des choix douloureux à faire pour le budget. On parle notamment d'une année zéro augmentation pour la plupart des budgets, des retraites, des minima sociaux, du barème des impôts. Est-ce que ça va être votre choix ? Nous parlerons de ça autour du 14 juillet. Après le 14 juillet. Ça sera probablement le 15, 16 ou 17 juillet, quelque chose comme ça. Un mot sur la méthode même. Est-ce que vous allez chercher un accord avec les partis politiques comme l'avait fait Michel Barnier lors du précédent budget, ou alors vous allez poser vos objectifs et laisser les partis politiques prendre leurs responsabilités sur ce budget, quitte à ce que ça ne fonctionne pas? Quelle est votre méthode sur cette épreuve, cet Himalaya qui se présente à vous? Merci de rappeler la définition que j'avais faite. Et franchement, au bout de 6 mois et 3 semaines, je pense que c'était assez juste de voir un Himalaya dans les défis qui étaient devant nous. Et je vous rappelle, l'Himalaya, c'est une chaîne de montagnes, là, avec une dizaine de 8000 mètres. Et donc, est-ce que je vais rechercher les accords? J'ai toujours pensé que c'était en rassemblant les gens qu'on pouvait avancer. Je pense qu'un pays comme le nôtre, dans l'extrême difficulté où il se trouve, il est en proie à des dizaines de forces de division. Il y a des dizaines d'organisations de toute nature politique qui ne veulent que le fait qu'on se batte les uns contre les autres, qui pensent que la France, c'est un ring, un champ clos dans lequel, par exemple, les syndicats et le patronat doivent s'affronter et les uns gagnent ou les autres perdent. C'est ce qu'on a vu dans les commentaires autour du conclave. Et puis, à l'Assemblée nationale, vous voyez qu'on voit des forces politiques, et certaines de manière choquante, des forces politiques qui veulent abattre leurs adversaires ou ceux qui ont des différences avec eux. Je pense exactement le contraire. La France, ce n'est pas un ring de boxe, ce n'est pas un champ clos dans lequel les uns doivent battre les autres. La France, c'est un bateau dans lequel nous sommes tous embarqués. François Bayrou. Et nous y arriverons ensemble ou nous coulerons ensemble. Et la division, je dis cela avec l'engagement de toute une vie, la division, c'est le plus sûr moyen de couler tous ensemble. Et c'est pourquoi je plaide, pas depuis aujourd'hui, mais depuis les premiers pas que j'ai faits dans la vie publique, je plaide pour la réconciliation et pour la mobilisation des énergies, pour les gens qui se rassemblent plutôt que les gens qui se divisent et qui se séparent. Après ce plaidoyer, François Bayrou, on va faire une toute petite pause dans ce grand jury. Nous retrouvons le Premier ministre dans un instant pour ce grand jury exceptionnel. À tout de suite. Le grand jury RTL Le Figaro Public Sénat M6. Suite du grand jury
Jury, présenté par Olivier Bost. François Bayrou, le Premier ministre et maire de Pau, est notre invité exceptionnel dans ce grand jury. À mes côtés, Perrine Tarnot de Public Sénat et Pauline Buisson de M6. Le grand jury, tout est politique. Monsieur le Premier ministre, la France aura très chaud la semaine prochaine avec un nouvel épisode de canicule. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, vient d'annoncer une réunion interministérielle cet après-midi. On voit les fermetures d'écoles se multiplier. Quelles décisions faut-il prendre ? D'abord, il faut être prudent. Lorsqu'il y a exposition à une chaleur excessive, les maires qui sont sur le terrain savent qu'il y a des précautions à prendre, mais la vraie politique, elle est à plus long terme. Comment faire en sorte pour lutter contre ces épisodes de chaleur excessive ? Il y a une partie du travail que la France est à peu près la seule dans le monde à avoir fait, c'est-à-dire baisser réellement ses émissions de gaz à effet de serre. Pour donner l'exemple, parce que la France, ça n'est que 1% des émissions de la planète. Donc si on les baisse de 10%, ça fait 1 pour 1000 et ce n'est pas tout à fait suffisant. C'est bien pour donner l'exemple et c'est bien pour découvrir, nous, les chemins de la production et de l'activité. Mais pourtant, vous avez vu cette semaine l'avertissement du Haut Conseil pour le climat qui dit « Nous ne sommes pas prêts ». Selon cette instance indépendante, le plan d'adaptation au changement climatique qui a été présenté en mars n'est pas suffisant pour protéger la population. Est-ce qu'il faut accélérer ? Ils ont raison, parce qu'on ne s'intéresse pas aux actions qui peuvent permettre de protéger la population. J'en vois deux principales. La première, c'est le verdissement qu'on travaille, et les maires des villes, je sais ce qu'il en est, y travaillent. Vous avez de grandes places minérales et chaque fois qu'on peut, il faut les végétaliser. Et puis, il y a un travail tout à fait important pour ce qui est des logements. Vous savez, on s'est jusqu'à maintenant beaucoup intéressé à l'énergie pour le chauffage. Mais il va falloir s'intéresser à l'énergie aussi pour le rafraîchissement. Et on a une source d'énergie extraordinaire. Je suis allé ouvrir le congrès, je me passionne pour cette source d'énergie depuis des années. La géothermie, pourquoi la géothermie ? D'abord, la géothermie, quand il s'agit de se chauffer, ça permet d'économiser beaucoup, 80%. Mais quand il s'agit de rafraîchir, la géothermie, ça permet de rafraîchir en économisant plus de 90% de l'électricité disponible. C'est sous nos pieds. Oui, c'est une source d'énergie intéressante, mais est-ce que politiquement, il n'y a pas quand même une ambiance anti-écologie ? On a vu que tout ce mois de juin, il y a eu plusieurs reculs majeurs sur l'écologie au Parlement, les ZFE, les âmes, le stop and go sur la prime Rénov'. Est-ce que ce signal politique, globalement, n'est pas mauvais pour agir contre les aléas climatiques qui nous touchent ? Mais je plaide devant vous, à l'instant, au contraire, pour des solutions bioclimatiques. N'est-ce pas ? La géothermie, une étude que j'avais publiée lorsque j'étais au commissaire au plan, montrait pour la première fois que ça pouvait représenter l'équivalent de 5, 6 ou 8 tranches nucléaires. Alors qu'est-ce qui pose problème dans ces renoncements sur l'écologie ? Est-ce que ce sont vos partenaires qui ne sont plus si fiables ? On pense notamment aux Républicains, par exemple. Oui, je pense que l'attention se déplace. Mais il faut arriver à partager avec nos concitoyens et avec les élus l'idée que des chemins énergétiques, des chemins pour l'écologie sont à portée de la main. Ce que pensent la plupart des élus assez souvent, c'est que l'écologie va imposer un recul dans nos modes de vie. Et moi, je crois le contraire. Je pense qu'il est absolument évident et nécessaire, y compris en allant à contre-courant. Je vais le faire dans une seconde. Moi, je pense que nous devons prendre en main la politique de l'eau. On est devant, en raison du réchauffement climatique, des zones entières de notre pays, des départements entiers, des régions entières qui vont manquer d'eau. Or, depuis la Rome antique et depuis l'Égypte antique, on sait que l'eau, il faut la réguler, la capter quand il y en a trop,
la distribuer quand il n'y en a pas assez. Et vous savez, les aqueducs que les Romains ont fait pour alimenter en eau des provinces dans lesquelles les agriculteurs, les paysans ne pouvaient plus travailler. On a à reprendre une politique qui fasse que l'eau, ce bien précieux, puisse être mise à disposition sans que nous abandonnions les paysans, par exemple. Un grand plan de travaux, de grands travaux oui, je pense, mais il y en a quelques-uns de lancés pour des régions entières de notre pays. Et il se trouve que je relis en ce moment, c'est ce que les gens disent quand ils veulent faire semblant d'avoir lu avant. Je ne l'avais pas lu avant. C'est l'histoire de France de Michelet en entier. Il y a des chapitres entiers qui sont consacrés à ces départements français, notamment dans le sud de la France, qui manquent cruellement d'eau, qui sont des espèces de déserts, et on les a alimentés en eau. On a fait le canal du Midi, par exemple. Le canal du Midi, et ça date de plusieurs siècles, et de mon ami Henri IV en particulier. Et donc, c'est cette distribution de l'eau-là, on l'a abandonnée avec le temps. Il y en avait suffisamment, donc on considérait que définir une politique de l'eau pour qu'on préserve la nature, les milieux naturels et la biodiversité, et en même temps pour que les agriculteurs puissent avoir une vision de leur avenir, au lieu de les condamner perpétuellement, de les cibler perpétuellement, comme s'ils gaspillaient l'eau. Gaspillent pas. Ils font ce que le monde de la Terre a fait depuis des siècles et des siècles. Mais maintenant, il faut le faire de manière moderne, parce que ces conduites-là, elles perdaient beaucoup d'eau, elles se dispersaient dans la nature. On peut avoir maintenant un plan qui soit des plans qui soient des plans sérieux. François Bayrou, on a évoqué de manière un peu furtive les divisions de votre coalition. Parmi les sujets qui divisent, il y a la proportionnelle. Quand allez-vous déposer le projet de loi pour modifier les élections législatives ? Alors je vais vous parler franchement, oui. Comme je le fais habituellement. Il y a une majorité pour la proportionnelle à l'Assemblée nationale. Et donc, vous présenterez un texte quand ? Cette majorité-là, elle passe au sein du socle commun. Il y a une majorité large, mais au sein du socle commun, il y a des sensibilités différentes. Et donc, je présenterai ce texte après que nous aurons eu le travail budgétaire. Donc début de l'année prochaine, 2026. Par exemple, oui, ou à la fin de cette année. Vous aviez prévu plutôt de le présenter en septembre, vous le reculez donc le mot de recul n'appartient pas à mon vocabulaire. Je pense que, comme on va avoir les discussions budgétaires, il est nécessaire de ne pas diviser. Ça veut dire que vous pensez convaincre les réticents du socle commun ? J'ai parfois assez confiance dans mes capacités pédagogiques, on va dire, pas sur tous les sujets. Mais je veux dire quelque chose d'assez simple. On ne peut pas continuer comme ça. Je ne sais pas si vous avez assisté au débat à l'Assemblée nationale cette fin de semaine. C'était effrayant. De violence, d'injures, d'accusations, de mise en cause, les mots qui sont utilisés. Au moment de la niche parlementaire d'Éric Ciotti. Je ne veux pas les répéter ici. Sont des mots effrayants et inacceptables. Et pourquoi ça ? Parce qu'il faut toujours s'intéresser aux causes. Pourquoi ? Parce qu'on a pris l'habitude, et le scrutin majoritaire donne cette habitude, qu'il faut toujours être les uns contre les autres. Jamais dans un rapport de pluralisme, jamais dans un rapport de coopération, jamais dans un rapport de consensus, mais que pour être entendu par l'opinion, il faut être violemment contre. D'où votre plaidoyer pour la proportionnelle, François Bayrou. Une autre question, Perrine Tarnaud. Il y a une chambre qui est plus stable, vous avez une majorité qui est assez forte, c'est le Sénat. Et pourtant, vous avez décidé d'aller quand même au conflit avec les sénateurs sur la modification du scrutin des municipales à Paris, Lyon et Marseille. Vous avez choisi de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale. Pourquoi vous opposez ainsi au Sénat ?
Perrine Tarnaud, c'est drôle parce que vous êtes Public Sénat, n'est-ce pas? Vous êtes sur la même chaîne que LCP, la chaîne parlementaire. Vous appartenez au même ensemble. Vous avez besoin de cette chambre, le Sénat. Et donc, vous respectez, j'imagine, les deux chambres. Tout à fait. Nous allons examiner un texte sur l'audiovisuel public qui est une initiative sénatoriale. On a examiné cette semaine un texte sur la facilitation des activités agricoles d'initiative sénatoriale. Et je pourrais citer ainsi, décliner une dizaine de textes dont l'initiative est au Sénat. Il se trouve que cette initiative sur le mode d'élection municipale à Paris, Lyon et Marseille, qui sont les seules 3 villes en France où on n'élise pas le maire, ce qui est quand même singulier, et où 90% de la population consultée par sondage dit régulièrement qu'ils sont pour pouvoir élire leur maire, et ce texte est d'origine Assemblée. Donc, il part de l'Assemblée, il va au Sénat. Le Sénat vote d'autres textes qui viennent de l'Assemblée. Là, Gérard Larcher, vous avez quand même mis en garde cette semaine. Attention, le Sénat est la seule Assemblée où vous avez une majorité claire. Oui, j'apprécie beaucoup votre défense du Sénat et vous êtes d'une certaine manière voué à cette défense. Mais il se trouve que je pense qu'on doit examiner les propositions. Je répète, 90% des Parisiens, des Lyonnais et des Marseillais disent on veut élire notre maire en même temps que notre maire d'arrondissement. On élit les deux avec 2 bulletins de vote. Est-ce que c'est quelque chose de choquant? Il se trouve que Rachida Dati et Gérard Larcher appartiennent au même parti politique, non? Oui. Et Rachida Dati est un défenseur, avec d'autres élus parisiens, de ce changement de mode de scrutin. Le Parlement dans ces 2 chambres va s'exprimer. Et il n'y a rien de plus simple. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Mais pour moi, la vie parlementaire, elle nécessite qu'on puisse examiner des textes qui viennent de l'Assemblée et du Sénat. Et ce changement de scrutin sera valable pour les prochaines élections municipales ou pas? Ah oui, ça c'est votre objectif. S'il est adopté. S'il n'est pas adopté, on gardera le mode de scrutin qui fait qu'il y a des villes en France, 3 seulement, où on n'élit pas directement le maire, pour évoquer ce qui est absurde. Un autre projet de loi, il y a celui sur l'audiovisuel qui revient demain à l'Assemblée nationale. La radio publique est en grève contre ce projet. Est-ce que vous pouvez nous donner un bon argument pour cette loi audiovisuelle qui veut faire j'allais dire l'ORTF, mais en tout cas faire un grand ensemble avec tout. Alors je répète qu'il ne s'agit pas d'un projet gouvernemental. Oui, tout à fait. Il s'agit, pour faire plaisir à Mme Tarnaud, d'un texte d'origine sénatoriale. Monsieur Laurent Lafont, le président. Puisque c'est Laurent Lafont, le président de la commission de la culture, qui a présenté ce texte. Quel est l'argument de ce texte? Ceux qui le défendent disent mais on ne peut pas continuer comme ça. Est-ce que vous vous rendez compte de l'assaut des très grandes entreprises mondiales, américaines souvent? Donc vous défendez ce texte. Netflix, par exemple, qui sont en train de contraindre, et je suis devant une chaîne de télévision très importante, sont en train de contraindre... Donc vous défendez, François Bayrou, ce texte? Il sera voté avant la fin de la session. Est-ce que je puis finir mes phrases? Je sais bien que c'est un privilège excessif que je demande, mais bon, que voulez-vous vous espérez qu'il soit adopté avec le temps avant la fin de cette session extraordinaire? J'espère que le Parlement va s'en saisir et va s'en saisir de manière positive. Parce que, ou bien on considère que la situation actuelle est très bonne, et on reste où on en est. Mais qui peut soutenir ça? Ces déséquilibres, ces affaiblissements, avec des métiers semblables qui sont faits chacun dans son organisation et en vivant d'une certaine manière en vase clos. Regardez ce que vient de faire l'audiovisuel public. C'est très intéressant. Il y avait France Bleu et il y avait France 3 Région. 2 chaînes, l'un faisait de la télévision, l'autre de la radio. En vérité, ils font tous les 2 la même chose, ou à peu près. Ils ont décidé de se réunir
dans une chaîne commune qui s'appelle Ici, Ouais. Donc qui réunit... On a bien compris votre soutien à cette réforme. Qui réunit la radio et la télévision. Pourquoi l'ont-ils fait, à votre avis ? Puisque vous m'interrogez, Olivier Bost. Bah non, c'est vous qui défendez cette oui, mais on peut avoir une conversation, un échange. Audiovisuelle. Pourquoi l'ont-ils fait ? Ils l'ont fait parce qu'ils ont considéré qu'ils n'étaient pas assez forts. Et qu'ils avaient besoin, je ne dis pas qu'ils y soient encore, qu'ils avaient besoin de se regrouper pour être plus forts. Vous défendez radio et télé La ensemble. loi du monde dans lequel nous sommes, c'est qu'il y a tellement de puissances menaçantes qui paraissent irrésistibles qu'il faut bien à un moment donné qu'il y ait une réponse dans un pays comme le nôtre. Et cette réponse, elle est à faire travailler ensemble les métiers qui sont cousins, parents, les entreprises qui sont cousines et parentes, et les associations, et les gens. On a beaucoup parlé donc de l'audiovisuel, Monsieur le Premier ministre. On va parler un peu de la presse écrite. On a beaucoup lu d'articles plutôt sévères à votre encontre sur votre travail à Matignon, déjeuner qui s'étire en longueur, apéro politique tous les soirs, avec cette idée en fait que vous ne travaillez pas beaucoup. Trouvez-vous ça désagréable ou ça ne vous touche absolument pas ? Est-ce que vous êtes intéressé une seule seconde, vous, Monsieur Bost, à la question de savoir si c'était vrai ou pas ? Il y a par exemple, est-ce que vous m'avez au téléphone à peu près 2 fois par semaine ? Est-ce que vous m'avez une seule fois posé cette question ? Non, mais je vous la pose puisque je... Non, c'est pas que vous la posez. Vous insinuez. Non, il n'y a pas et moi j'aime bien qu'on ait des conversations franches d'homme à homme. Je cite des choses qui sont écrites. Je viens d'un pays dans les Pyrénées dans lequel on se parle franchement. Oui. Est-ce qu'une seule fois vous m'avez dit est-ce que vous avez des apéros ? Je n'ai jamais d'apéro. Et je n'insinue rien, monsieur. Non. Qui est lu et ce qui est écrit par un certain nombre de confrères. Vous avez, sous forme de questions, vous portez des insinuations. Est-ce que j'ai des dîners politiques tous les soirs qui traînent en longueur ? Je n'ai jamais de dîner politique. Est-ce que on travaille de 7h du matin, de 7h30 du matin, jusqu'à minuit, tous les jours ? Donc, vous vous êtes fait sciemment, parce que vous savez très bien que ce n'est pas vrai ce que vous dites, vous vous êtes fait sciemment l'expression d'accusations qui sont des accusations destinées à nuire. Derrière tout cela, il y a... Et moi, je n'aime pas, je sais bien que vous essayez de le sortir du ring, mais puisqu'il est monté sur le ring, faut bien qu'on accepte ce genre de choses. Ce genre d'échange. Ne vous mettez pas à deux, ça n'est pas la peine. Donc je dis à M. Bost, qui vient de poser une question déloyale, je lui dis, excusez-moi, renseignez-vous avant de poser les questions. Venez voir s'il y a des apéros, jamais. Il y a des dîners qui traînent en longueur, jamais. C'est pas comme ça que je vis. Je vis frugalement, de la manière la plus... et d'ailleurs, je peux vous annoncer que les dépenses de Matignon... Que les dépenses de Matignon... Oui, n'essayez pas de biaiser. Non, je biaise pas. Non. Quand on entre dans ce type de rapport, il ne faut pas essayer de biaiser. Non, pas du tout. Et donc, vous dites que vous avez... Très bien. Comment vous avez perçu la petite phrase d'Emmanuel Macron qui était en déplacement à Oslo cette semaine, qui a dit « La stabilité ne doit pas nous coûter l'immobilisme ». Est-ce que vous l'avez perçu comme un avertissement ? Comment vous l'avez analysé ? Écoutez, je travaille avec le président de la République, je parle avec lui, et toute tentative de mettre entre nous de ces acides dont le monde entier est friand, qu'on ne s'entendrait pas, ou qu'il chercherait à déstabiliser le Premier ministre, tout ça, vous pouvez essayer, vous n'y arriverez pas, en tout cas de ma part. Je ne suis pas là... Quand même sur la politique intérieure quand il est en déplacement à l'étranger. Je ne suis pas là pour un intérêt personnel. Je ne suis pas là en pensant à d'autres échéances. Je suis là parce que j'ai très tôt, depuis 20 ans, pris conscience de la gravité des menaces dont nous ne savions pas nous protéger, que nous n'identifions même pas. Souvenez-vous, j'ai depuis 2007 fait une campagne même présidentielle sur la dette. Tout le monde s'en foutait, tout le monde. Et les journalistes se gaussaient.
Et mes adversaires politiques disaient mais ce garçon, franchement, il croit qu'il va réunir des gens en parlant de la dette. J'ai fait ça. J'accepte d'être seul contre tous par moment. Voilà. Mais la seule chose qui m'intéresse, c'est que toute notre action, tout notre travail, toute notre réflexion soit portée sur le seul sujet qui compte. Qu'est-ce qui mesurera votre succès, Monsieur le Premier ministre? C'est d'avoir sensibilisé la France à cet enjeu de la dette ou d'arriver à faire passer un budget pour l'année prochaine? Oui, quel est le plus important? Vous croyez que c'est un jeu? Moi, pas. Non, pas du tout. Ah non, je ne pose pas ça comme un jeu. Est-ce que vous avez l'impression que les Français vous suivent dans cette question de la dette? Parce que quand on regarde les sondages de popularité, je sais bien que vous ne faites pas attention aux sondages, on n'a pas l'impression que les Français prennent conscience de ce que vous essayez de leur expliquer. Je crois qu'ils commencent à prendre conscience. Si vous observez bien les sondages sur leur sujet de préoccupation, depuis le mois d'avril où j'ai fait une conférence de presse entièrement destinée à ce sujet a progressé beaucoup dans l'opinion. Mais il faut comprendre, peut-être les gens ne comprennent pas assez. Mais dans quel état d'esprit? Mais moi, en tout cas le gouvernement, toute mon équipe, il serait indigne et déshonorant que nous ne regardions pas les Français dans les yeux en leur disant « Ceci est un danger mortel pour vous ». Et si votre discours de vérité sur le budget n'est pas entendu, notamment par la classe politique, si vous ne trouvez pas de majorité, est-ce que vous pourriez partir? Vous aussi, vous me faites une motion de censure, Perrine Tano. Vous avez raison. Toutes les forces politiques font une motion de censure. Votre état d'esprit. Il se trouve qu'il y a eu un sondage cette semaine qui dit il n'arrivera pas à la fin de l'année. Et c'est peut-être vous qui m'aviez posé la question. Et j'ai répondu que lorsque nous avons été nommés au mois de décembre, il y avait aussi un sondage dans lequel 84% des Français ne croyaient pas que j'arriverais à la fin de l'année 2024. Bon, est-ce qu'on va arriver à la fin de l'année 2025? Je vais vous dire simplement, il n'y a jamais eu de gouvernement qui ait une situation aussi fragile que celle-là. Pourquoi? Parce que le pays est dans une situation fragile et que son monde politique, au fond, ressemble au pays, divisé, incertain, avec des affrontements qui sont des affrontements insensés, indignes, qu'aucun père de famille ou mère de famille n'accepterait de ses enfants. Aucun professeur n'accepterait de ses élèves. Et là, ce sont des adultes et des adultes représentatifs et qui se comportent avec une violence, un mépris de l'adversaire, un désir d'écraser, un désir de faire tomber, qui sont le plus mauvais signal pour la vie du pays. François Bayrou. Et pardonnez-moi de dire, il y a peut-être peu de gens qui s'intéressent à réconcilier les gens, qui s'intéressent à les concilier, à les fédérer, à les rapprocher pour qu'ensemble on choisisse un chemin qui nous conduira à un avenir moins terrible que celui qui me menace. Mais j'en suis. Et mon équipe en est. Tous ceux qui m'entourent, ce sont des gens qui veulent qu'on arrête avec l'affrontement perpétuel et les divisions de chaque instant pour ensemble que nous réussissions à trouver un chemin dont on puisse être fier. Merci beaucoup François Bayrou pour ce grand jury exceptionnel. Bon dimanche à tous, bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine. Le grand jury RTL Le Figaro Public Sénat M6.